Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudy Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président bruxellois, bien sûr, PS, et pour la 1001e interview de BX1. Alors, la question de rentrée, je vais vous poser une question, il y a 3 réponses possibles. La question, c'est qu'avez-vous à dire aujourd'hui à Benoît Lutgen? Alors, la réponse A, c'est Nia, 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 c'est très bruxellois, ça. Benoît, ton coup est raté. Réponse B, nous maintenons à Bruxelles un gouvernement responsable. Et réponse C, rien. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, A, B ou C, Rudy Vervoort? Je ne dirais pas rien, mais... pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Qu'il apprenne d'abord à connaître Bruxelles. C'est dur, ça. Mais c'est la réalité. Oui. Je veux dire, manifestement, Bruxelles n'a pas vraiment été pris en compte dans cette grande stratégie qui a été mise en œuvre le 19 juin dernier. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une impréparation totale et que ça visait essentiellement des problèmes wallons. Et que Bruxelles, finalement, bon, bah, c'est un peu le dégât collatéral. Ce que moi, je considère évidemment comme totalement... irresponsable, inacceptable dans une Belgique fédérale où chaque région obéit à ses propres dynamiques. Et êtes-vous à présent, aujourd'hui, rassuré? Est-ce que vous allez rester ministre-président jusqu'au bout? Mais bon, le problème, c'est jamais posé dans ces termes. Je veux dire, en termes d'inquiétude ou pas. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, rassuré, donc, n'étant pas le bon terme, moi, je suis préoccupé par le bon fonctionnement de mon gouvernement. Et ce qui importe, c'est que dès la rentrée, c'est-à-dire jeudi prochain, nous soyons à nouveau mobilisés, non pas par ces querelles inutiles, mais par le travail qui nous attend durant cette année et demie et le programme l'accord de majorité qu'il convient de terminer. Mais Céline Frémaux, est-ce qu'elle doit quitter le navire bruxellois ou est-ce qu'elle doit rester? Je constate que Céline est relativement discrète ces derniers temps. Je pense qu'elle doit réfléchir. Personne ne lui demande de partir. Le seul qui puisse lui demander de partir, c'est Benoît Lutgen, mais ce n'est certainement pas les autres partenaires de la majorité. Céline Frémaux est quelqu'un à qui nous avons travaillé. Enfin, ce gouvernement fonctionne bien. Je veux dire, sans ça qu'il y a un côté complètement artificiel à cette crise. On a surjoué des tensions qui n'existaient pas. Maintenant, il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est d'abord la réalité politique. Avec qui travaille-t-on? Il y a eu des élections en 2014, peut-être pas l'oublier. Il y a un programme de majorité que tout le monde a salué. Il est mis en œuvre de manière loyale par l'ensemble des partenaires. Il faut continuer. Oui, mais enfin, du côté du PS, on a parlé de trahison en parlant du CDH. Donc, est-ce que bien sûr. On va assister à une guerre des roses au sein de la maison bruxelloise? Pas du tout. C'est pas le but. Enfin, franchement, moi je sais où sont les responsabilités. Je connais quand même un petit peu le monde politique bruxellois et ses membres. Et je sais aussi au sein du CDH qui a joué quel rôle. Mais justement, au sein du CDH, à part finalement Joël Milquet et Hervé Doyen, ils sont tous sur la ligne de Benoît Lutgen. Non, il y a ceux qui ne disent rien. Ah, et vous connaissez ceux qui ne disent rien? Je ne sais pas, il suffit de... Les noms viennent de manière assez évidente. Il y a je dirais, ceux qui précèdent la parole de Benoît Lutgen, puis il y a ceux qui sont plutôt attentistes, et puis il y a ceux qui se disent « mais où est-ce qu'il va ?» Et à ceux qui se disent « où est-ce qu'il va », le PS est prêt à les accueillir dans son sein? L'objectif, enfin, bon, moi je ne m'inscris pas du tout dans une stratégie de ce type-là. Je veux dire, le parcours individuel de chaque homme ou femme politique, ça le regarde personnellement. Moi, je ne vais pas me mêler de ça. Maintenant, vous savez, des transfuges, ça a toujours existé en politique, mais j'imagine que l'objectif, ce n'était pas celui-là dans le chef de Benoît Lutgen. Alors, 2 gouvernements régionaux, wallons et bruxellois, aux majorités aussi contradictoires, est-ce que ça va être praticable? Mais c'est la réalité d'un pays qui s'est fédéralisé. Je veux dire que nous avons des dynamiques, des priorités, des électorats qui sont fondamentalement différents. Et donc, la logique, oui, à un moment donné, amènera certainement à ce qu'il y ait des majorités différentes. Et c'est en ça qu'il faut aujourd'hui réfléchir
au devenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle doit devenir véritablement le lieu où se rencontrent les deux entités que sont la région bruxelloise et la région wallonne. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Parce qu'il y a eu cette demande de défi que tous les partis se retrouvent au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, apparemment, ça ne se fera pas. Moi, je ne dirais pas que c'est tous les partis, c'est les partis qui composent les majorités des deux entités que sont la région bruxelloise et la région wallonne. Donc là, vous demandez qu'on tienne compte de la nouvelle majorité wallonne au sein... pour la politique future de la Fédération? Moi, je n'ai rien à demander, mais il y a une majorité en région wallonne, il y a une majorité à Bruxelles. Si on n'est pas capable de le faire, on va rester dans le statu quo, ça c'est une évidence. Mais à terme, et en tout cas, j'ai envie de dire par rapport aux futures élections, aux futures échéances, je crois que ce sera vraiment important que les Bruxellois puissent également faire entendre leur voix. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place un accord entre Actiris et Fedasile pour aider les demandeurs d'asile à trouver du travail? Ça s'est fait en Wallonie, avec Forem et Fedasile. Est-ce que Bruxelles doit suivre? Mais il y a deux dimensions dans cet accord. Il y a d'abord une dimension de communication où le MR veut très clairement montrer qu'au CDH, en tout cas, c'est un message intéressant à ceux qui crachaient toute leur dent vis-à-vis de la NVA, c'est de leur montrer que maintenant, ils sont liés indirectement à la NVA. Et le fait qu'on ait choisi Theo Franken au MR comme étant le premier responsable politique qu'on reçoit au niveau de la région wallonne, c'est plus qu'un symbole si vous vous référez aux épisodes qu'on a vécu au début de législature. Ok, ça c'est sur la forme. Et sur le fond, l'accord, il préexistait. Donc, Forem avait déjà négocié cet accord avec Fedasile bien avant. Et donc, je n'ai pas connaissance, mais moi je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait des accords qui soient signés, si tant est que ça correspond effectivement à l'intérêt des uns et des autres. Il n'y a pas de raison. Et pas de communication. Mais en tout cas, pas de ce type-là. Alors, il y a des dossiers bruxellois en attente, c'est la rentrée, notamment les allocations familiales. Comment vous allez sortir de cet imbroglio alors que CDH et PS n'étaient déjà pas sur la même longueur d'onde? Non, ce n'est pas CDH et PS, c'est CDH et les autres. Je veux dire que dans la dynamique, et d'ailleurs Benoît Ludgen, c'est très symptomatique. Quand il s'est exprimé lundi matin, il a dit les allocations finales, enfin, il faut qu'on décide et que, d'or il fixe la ligne, Bruxelles prenne le même régime que la Wallonie et un petit peu la Flandre. Et nous disons non, Bruxelles, c'est ni la Wallonie ni la Flandre. On a une population différente, une structure de population différente, on a un boom démographique. Et donc l'enjeu pour nous est totalement différent. Et nous voulons défendre un autre système qu'Ecolo défend également d'ailleurs, il faut quand même le relever. Et donc c'est là le CDH qui, non pas je dirais pour des raisons de fond, mais de forme, en disant il faut absolument le même système qu'en Wallonie. Nous disons on a un meilleur système à proposer aux Bruxellois qui tient la route financièrement, c'est ça que nous voulons. Mais donc c'était bloqué avant le 19 juin et ça reste bloqué aujourd'hui aussi, apparemment. Ça, on verra. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Mais... Alors, votre grand projet de gouvernance que vous aviez lancé, c'était il y a un an, c'était à la rentrée précédente. Que devient-il? Il y a eu Publifin, il y a eu SAMU Social depuis lors. Mais où est-ce qu'on en est? Eh bien, il y a toute une série de textes qui sont revenus du Conseil d'État durant les vacances et qui vont être approuvés en dernière lecture au gouvernement bruxellois. Je les déposerai, les premiers d'ailleurs, la semaine prochaine. L'objectif étant de les faire voter au Parlement bruxellois. Donc, c'est une stricte limitation des rémunérations, l'incapacité de créer des filiales de filiales, enfin, toutes choses qui permettent, dont l'objectif est d'éviter tout ce qu'on a pu connaître. Et donc ça avance, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Il y avait aussi le nombre de conseillers communaux. Alors ça, il y a le gouvernement a approuvé en première lecture le gel du nombre de 2012 pour les élections de 2018. Et puis, il y a le travail qui est réalisé en concertation avec le centre d'études Cevipol ULB-VUB, qui vise là à une réforme beaucoup plus ambitieuse du système. Alors, est-ce qu'on verra la coordination des chantiers s'améliorer? Parce que cet été, il y a eu beaucoup de plaintes, Rudy Vervaux. Alors, je pense qu'on peut toujours améliorer la coordination. Depuis que je fais de la politique à Bruxelles, on parle que de ça, la coordination de chantier, parce que c'est un mal, je dirais... quasiment. Il est endémique et il est lié à la structure même institutionnelle de Bruxelles. Il y a 19 communes, il y a une région. Mais il suffit de fusionner alors. Non. Il suffit de mieux organiser le dialogue. Maintenant, 2017 est une année particulière. Je fais de la politique depuis un certain temps. 2017, c'est avant 2018. Et en 2018, sauf erreur de ma part, il y a des élections communales. Et donc, je doute fort qu'il y ait autant de chantiers l'année prochaine. Et donc, beaucoup de communes ont aussi, je dirais, pousser le champignon sur un certain nombre de chantiers, certes moins importants, mais
combiné avec les chantiers importants que la région mène, ça crée effectivement quelques difficultés. En même temps, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir investi dans nos tunnels, dans notre réseau routier, dans les transports en commun, et nous reprocher de mettre en œuvre des chantiers. Je pense que voilà, il y a un mal nécessaire et les vacances, c'est la meilleure période pour le réaliser. Et ça donne malheureusement, effectivement, moi comme usager, je peste également parce que je me dis finalement, ça ne change pas tellement du reste de l'année. Il y a moins de voitures, mais il y a plus de chantiers. Alors, venons-en au PS. Yvan Mayer parti, Laurette Onkelings qui doit choisir entre Bruxelles et le fédéral. Comment va le PS bruxellois à la rentrée ? Je pense que le PS bruxellois regorge de jeunes talents qui arrivent maintenant, je dirais tout doucement, une maturité certaine. Bon, on ne peut pas les Philippe Claus, mais Caroline Désir. Je ne vais pas les citer tous parce que quand on commence à citer, vous en avez déjà cité deux. C'est toujours dangereux parce qu'après il y a ceux qu'entre guillemets on oublie, mais à Evert également. Donc je dirais qu'on a vraiment un personnel politique motivé, jeune et qui assurera sans nul doute la relève de ceux qui sont. Donc ils doivent émerger. Laurette Onkelings disait je voudrais que des jeunes émergent. Qu'est-ce qu'elle doit choisir entre le fédéral et Bruxelles? C'est elle à le choisir. Oui, voilà. Moi, je ne vais pas me poser. Pas de préférence. Si moi je devais choisir, oui, mais je n'ai pas posé le choix. Oui, pour l'instant, non. Alors, est-ce qu'avec les nouvelles conquêtes d'Elio Di Rupo, son dernier livre, est-ce que le PS est plus à gauche aujourd'hui qu'hier? Non, franchement. Allez. Encore, je ne fais pas une obsession de Benoît Ludgen, mais quand il relève la fusion des réseaux, c'est-à-dire le PS va rallumer la guerre. Mais le PS défend cette idée-là depuis, c'est pas une nouvelle idée, ça, depuis des années. Le réseau unique, j'étais adolescent, qu'on en parlait déjà. Donc, est-ce que ça fait de nous des gens communistes, infréquentables? Ben non, on peut avoir des idées différentes de M. Ludgen quand même. Et donc, non, simplement, je pense qu'on a besoin d'un discours qui parle et qui soit surtout audible. Ça, c'est l'enjeu. Et pour ça, ce n'est pas de se positionner au gré du vent, c'est réaffirmer un certain nombre de valeurs, les réactualiser en fonction des défis qui se présentent à nous, parce qu'on n'est plus dans la même société qu'au début du XXe siècle, mais en même temps, la lutte des classes, ce qui fonde la gauche n'a pas évolué. Je veux dire que ça reste, ça demeure. C'est structurant de notre société. Les formes ont évolué. Mais, par exemple, est-ce que vous serez dans la rue au moment où les syndicats vont manifester le 10 octobre ou à ces environs-là contre le gouvernement fédéral? Est-ce que ce serait un élément qui montre un gauchissement du PS? Mais moi, en fait, je dois vous avouer qu'en termes de manifestations, à part des manifestations citoyennes comme la Marche Blanche, je ne participe pas. Je suis, comme bourgmestre responsable de la sécurité sur mon territoire, et comme ministre-président, j'ai une fonction qui, à mon estime, ne m'autorise pas à manifester pour un oui pour un non. C'est pas pour ça que j'ai pas d'idée, mais j'ai quand même... Un devoir de réserve. Exactement. Alors, dernière question, on a beaucoup parlé du buste d'Yvan Mayer à Bruxelles. Est-ce qu'il y aura un jour un buste de Rudy Vervoort à Evert? C'est pas dans la tradition des Verts de sculpter un buste. Donc, on se contente de photos dans un cadre, somme toute, assez modeste. Ça me semble suffisant. Donc, moi, Mais ce débat sur le buste, parce que plus loin que ça, c'est est-ce qu'on doit dépenser de l'argent pour mettre en valeur des personnalités politiques? Est-ce que cet argent ne pourrait pas servir à autre chose? Non, ce serait utile. Enfin, ça, c'est toujours le même débat. Ce serait utile de poser la question indépendamment d'Yvan Mayer, parce que je pense que on a aussi une dimension qui devient tout doucement irrationnelle. Je pense que par rapport à Yvan Mayer, j'ai envie de dire maintenant c'est bon, quoi. Je veux dire, il ne faut pas à chaque fois qu'on parle de lui ressortir les drapeaux, les sifflets. Non, certainement pas. Et donc que je sache, à Scarbeck, il y a un buste de Roger Nols, donc il y a tout de suite. Enfin, je ne fais pas de comparaison. Vous êtes en train de faire un parallèle? Non, je ne fais pas de comparaison. Ça veut dire que c'était des personnalités qui, à un moment donné, ont créé une forme de polémique. Et à un moment donné, les choses doivent. Mon message est celui-là. À un moment donné, les choses doivent s'apaiser. Je veux dire, il y a eu un temps pour ces polémiques-là, il y a un temps pour l'apaisement. Et si c'est la tradition à la ville de Bruxelles, à moins qu'ils décident d'arrêter la tradition, mais ce n'est pas pour sauter un bourgmestre. J'ai envie de dire, si c'est pour la faire perdurer, alors oui, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de buste d'Yvan Mayer. Merci Rudy Vervoort. On posera cette question demain d'ailleurs à Bernard Clairfailly qui sera l'invité de l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.